Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un autre épisode de la série de 0 à 70.3. Mon nom est Gabrielle Théoret, je suis physiothérapeute chez Physiovélo et en septembre 2025, je vais participer à mon premier demi-Ironman. Si, comme moi, vous êtes un peu mêlé à travers le monde du triathlon et vous vous posez plein de questions, bien, cette série est faite pour vous. C'est parti! Aujourd'hui, avec Charlotte, ma collègue physiothérapeute, on a démystifié plein de mythes. On a parlé de la cadence à course à pied, de l'entraînement à la course à pied, puis on a même parlé des chaussures. Vous allez voir avec quelles chaussures, moi, je cours et je fais mes entraînements. J'ai adoré ma discussion avec Charlotte. J'ai appris plein de choses. Si vous débutez en course à pied, on a donné plein de conseils. Si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à venir nous voir en clinique chez Physiovélo. On fait aussi de la course à pied. Sur ce, bon épisode. Allô Charlotte! Allô! Bienvenue dans mon épisode sur la course à pied, dans mon podcast. J'aimerais ça qu'on commence par parler un petit peu de toi, de ton parcours à travers la course à pied, que tu te présentes un petit peu là, à dire aux gens pourquoi est-ce que je te reçois aujourd'hui. Je te reçois un peu pour tes deux chapeaux là, en tant que coureuse et comme physio. Fait qu'on va parler un peu de tout ça aujourd'hui, puis parler de mon parcours à travers la course à pied, puis donner des trucs et conseils aux gens pour pouvoir les aider et les guider avec tout ça. Fait que si je te laisse un peu te parler de toi un petit peu. Parfait. Donc, moi, c'est Charlotte. Je suis physio chez Physiovélo, évidemment. Je suis aussi une coureuse d'ultra-endurance. Donc, dans les dernières années, j'ai évolué un petit peu dans la course sur route. Puis, tranquillement, je me suis dirigée plus vers la course de trail. Maintenant, mes spécialités, c'est plus les 80-100 kilos. C'est ce dans quoi j'ai plus de fun en trail. Puis, mon autre spécialité qui est un petit peu plus niche, c'est le multijour. Donc, je fais beaucoup de longues traversées en autonomie, en plusieurs jours, en ce qu'on appelle du fast packing. Donc, matériel super léger pour me permettre de courir puis de traverser des sentiers de longue randonnée. C'est quand même très, très spécialisé, beaucoup plus que ce que j'ai l'intention de faire. Mais tu as quand même, c'est ça, un gros background, puis tu es habitué de courir beaucoup, longtemps. Fait que ça, des fois, ça vient avec son lot de blessures qu'on va parler aussi un petit peu plus tard. Puis, comme tu l'as dit, tu es aussi physio. Fait que tu traites aussi des coureurs à travers ça. Tout à fait. Puis, dans le fond, comme c'était dans mes sports principaux, là, je fais vélo, j'ai fait un peu de triathlon, beaucoup de course à pied. C'est quand même dans mes spécialités, là, comme physio, donc j'ai fait plusieurs formations avec la clinique du coureur. Je suis comme certifiée expert 2.0 de la clinique, qui est comme le gros package de formation plus avancé. Donc, il y a clairement une partie de ma population, ma clientèle que je desserre, qui est coureur-coureuse. Oui, c'est ça. Tu viens juste de finir ta formation 2.0 avec la clinique du coureur. Fait qu'on va parler beaucoup de ça aujourd'hui. Petit topo là, par rapport à moi et la course à pied. Dans le fond, ça fait, je dirais, à peu près 2 ans que je cours plus sérieusement. Fait que j'ai une fréquence assez régulière de course, un peu moins pendant l'hiver. Comme là, j'aime ça, aller faire un peu de ski de fond puis faire autre chose que de la course. Mais j'ai quand même une certaine base, fait que je pars pas de zéro, j'apprends pas à courir non plus avec ce gros projet-là du demi-Ironman. Mais cette base-là m'aide évidemment. Ce qui est un fun fact, c'est que c'est ça, 2 semaines après m'être inscrite officiellement au demi-Ironman, je me suis foulé la cheville. Mm-hmm. J'ai été dans un bon classique. L'incapacité de courir pendant trop longtemps selon moi, mais je pensais que ça allait bien. Puis ça m'a pris presque un bon 6 semaines, voire 8 semaines à me remettre de ça. C'est ça, je pensais que j'allais être correcte, c'est pas si pire que ça. Puis finalement, ça m'a pris plus de temps que je pensais. Est-ce que c'était ta première blessure en course qui t'a limité dans ton entraînement? C'est pas ma première entorse. Mm-hmm. C'est ma plus récente. Les autres remontent à quand je jouais au soccer il y a plusieurs années. Sinon, j'ai déjà eu des petites blessures ou je dirais des débuts de blessures. Souvent, je les prends à temps. Je fais en sorte que ça ne s'empire pas et que ça ne devient pas trop limitant. Mais j'ai eu une blessure, entre autres, l'an passé au pied-cheville qui m'a limité un petit peu dans ma pratique de la course à pied. Fait que c'était pas ma première, mais c'était différent parce que là, c'était vraiment traumatique avec l'entorse. Puis c'était pas quelque chose que... Je veux dire, oui, j'ai fait un peu de la physio, évidemment, mais le temps aussi de guérison, le processus physiologique de juste
l'entorse doit guérir. Puis ça m'a évidemment beaucoup aidé. Mais fait que j'aimerais ça qu'on parle un peu là, justement des blessures un peu plus communes à la course à pied. L'entorse, bon, peut-être un peu plus en trail, mais je pense pas que c'est une blessure très fréquente. Mettons, toi, en tant que coureuse ou même en tant que physio, est-ce que tu as des blessures que tu vois un peu plus souvent? Ben, en fait, c'est intéressant que tu amenais le côté traumatique versus haute blessure à la course. C'est un peu les deux pôles qu'on peut voir en course à pied. C'est un sport qui demande énormément de stress mécanique, c'est-à-dire des chocs répétés. C'est comme sauter plusieurs fois sur les jambes pendant des minutes et des minutes. Donc, il y a un aspect là, cumulatif de ce stress-là qui peut influencer le risque de blessure. Quand on parle d'une blessure plus traumatique, comme tu as mentionné, c'est un accident, une chute, un faux mouvement qui va occasionner une inflammation locale d'une structure. Il y a aussi les structures un peu plus de stress ou de volume d'entraînement, qui est souvent la découverte chez les nouveaux coureurs, coureuses, parce que la plupart des sports ne vont pas aller solliciter autant le système musculo-squelettique que la course. Donc, quand on parle de structures plus comme de reliées soit au surentraînement ou à une progression moins adéquate, on peut parler des périostites que beaucoup de gens connaissent, les fasciopathies plantaires, les douleurs sous la plante du pied. Des fois, il y a des gens que certaines blessures, par exemple de dos, d'articulation sacro-iliaque, peuvent ressortir en course à pied. C'est plus rare que c'est causé par la course, mais ça peut ressortir, être un peu symptomatique. Souvent, on parle beaucoup plus de blessures du membre inférieur, donc les jambes, bassins et tout ce qui est en bas. C'est plus ça qui va toucher les coureurs puis les coureuses. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de blessures dans le haut du corps à la course. C'est plus rare. Souvent, ça va être des chutes, là, mais c'est plus rare que ça va être le haut du corps. Puis tu as parlé d'éléments qui sont à considérer chez les gens qui débutent. Puis ça m'amène à une question. Est-ce qu'il y a un prérequis à la course à pied? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une base avant de débuter la course à pied? C'est une excellente question parce que souvent on se dit, bon, ben je peux pas courir, j'ai pas atteint un certain niveau de forme ou un certain niveau de musculation ou quoi que ce soit. Moi, étant une grande fan de la course, je pense que pas mal tout le monde peut courir, mais à des rythmes différents, puis avec une progression différente. Mais je crois que c'est un geste physiologique auquel l'humain est hyper adapté. C'est ce qui nous différencie beaucoup des autres animaux. Là. On a plein d'adaptations physiologiques qui nous permettent de courir longtemps, d'être debout pendant de longues heures. Donc, on a les capacités pour le faire. Ceci dit, quand on parle de rythme, il faut juste être ouvert à être patient, peut-être. Je crois pas que physiquement, on ait besoin je sais pas, là, une force musculaire X ou un passé d'athlète Y. Il faut juste être prêt à être patient puis à être conscient que ça peut prendre un peu de temps à builder up, à construire notre tolérance à la course. Il y a des gens que ça va être hyper rapide, il n'y aura aucune blessure, ça ne sera pas une question. Puis beaucoup de gens aussi vont courir un peu le parcours du combattant avec des épisodes de blessures, rémission, retour. Donc, il faut juste être conscient que plus on est graduel, plus on est à l'écoute, plus on traite les bobos, moins on se met à risque d'avoir des blessures plus de stress mécanique. Oui, fait que tout le monde peut aller en faire, mais comme tu as dit, c'est important, chaque personne est différente, donc d'y aller à un rythme qui nous correspond. Tout à fait. Puis selon, évidemment, le background derrière ça. Tu as parlé de quantification du stress mécanique. En tant que physio, on connaît ça. Mais si je te demande d'expliquer ou de verbaliser pour les gens qui ne sont pas physio, qu'est-ce que ça veut dire, le stress mécanique, puis comment ça s'applique à la course à pied? C'est, je crois, le nerf de la guerre un peu dans nos traitements de prévention en physio. C'est le concept selon lequel le corps peut s'adapter à un stress qui peut être physique, sauter, courir, marcher, la musculation, mais que ça doit se faire de façon quantifiée, c'est-à-dire graduelle. Donc, notre corps, il y a un certain rythme de réparation, redevenir plus fort, se resoumettre à un stress plus élevé par la suite. Il faut juste qu'il y ait le temps de le faire. Donc, comme on l'applique en course à pied, c'est par une progression graduelle. Donc, il y a différents modèles, différents types d'entraînement possibles qui comprend de plus en plus de courses ou de plus en plus de diversité, pour stresser le corps d'une façon qui va lui permettre de s'adapter là, au fil des semaines au stress de course auquel on le soumet. Donc, d'y aller graduellement, le corps s'adapte, puis là, il devient plus fort. Exact. On est capable d'en faire plus. Puis là, c'est comme ça qu'on va chercher cette progression-là qui nous amène peut-être à courir des ultras comme toi. Des heures et des heures. Exact. T'as pas commencé ça l'annne dernière pour être capable de te rendre jusque-là. Mais oui, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui naturellement seraient capables de se rendre là beaucoup plus vite que d'autres personnes.
ça doit être un peu génétique ou des trucs comme ça qui se contrôlent pas. Tout à fait. Il y a aussi des facteurs dans ton passé sportif. Là. On sait que la course est un des sports qui fait le plus de stress au système musculo-squelettique. Puis, quand on parle de stress, c'est pas négatif. Là, on parle juste de stimulation, en fait. Vous pouvez remplacer le mot stress par stimulation. C'est juste la façon dont on l'utilise. Stress, ça n'a pas une bonne connotation. Et comme c'est pas bon, le stress. Nous, on veut le dire en termes de stimulation qui va... faire une progression dans le corps humain. Les gens qui ont, par exemple, un background, beaucoup de natation ou de sport avec moins d'impact, c'est des gens que parfois leur progression va être un peu plus lente ou plus graduelle parce que leur corps n'a pas été autant soumis à quelqu'un qui a fait du basket, qui avait beaucoup de stop and go, beaucoup de courses, ou quelqu'un... même le vélo, ça aussi, c'est un sport qui a avec un peu moins l'effet de répéter de coups. C'est plus un mouvement cyclique, de pédalage. Donc, ça aussi, il y a un peu moins de stress mécanique. Donc, des fois, les triathlètes qui viennent de la... Pardon. Les triathlètes qui viennent du vélo, de la natation avant de se spécialiser en triathlon, dans les 3 sports, ils peuvent observer une progression un petit peu plus graduelle quand on se met à la course. Donc, il y a un facteur d'habitude, de passé sportif, de génétique aussi. Il y a des gens que génétiquement, ils se réparent vraiment plus facilement que d'autres. Ils s'adaptent beaucoup plus rapidement. Donc, quelqu'un qui désire commencer la course à pied, qu'est-ce que tu recommandes? Il existe évidemment plusieurs programmes disponibles. Je veux dire, il y en a sûrement des milliers sur Internet. Moi, ce que j'aime dire, c'est le meilleur programme va être celui que tu vas être capable de moduler et d'adapter à toi. Dans le sens qu'il y en a un, ça va peut-être être courir 6 jours sur 7, mais si ça ne fit pas dans ton horaire, choisis pas celui-là. D'être capable de le moduler, je suis fatiguée aujourd'hui, c'était prévu de faire tant de minutes de course. Bien là, si tu le fais quand même, là, on se met peut-être à risque de blessure, donc d'être capable de le moduler et de l'adapter. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même super important. Est-ce que tu recommandes de suivre un programme chez les gens qui débutent? Est-ce que c'est plus essaye-toi, teste des choses, puis vois? Comment est-ce que tu... Moi, en tant que physio, j'aime beaucoup quand c'est structuré et écrit. Comme ça, si la personne réagit d'une façon XY, je peux renvoyer vers une étape plus facile ou plus difficile selon la réaction physique. J'utilise beaucoup, comme beaucoup de physio, les programmes de la clinique du coureur. Il y a des programmes fractionnés qui sont vraiment, on va alterner la marche, la course. Pour des gens très débutants qui ont un passé de blessure ou peu de passé athlétique, ça peut être intéressant parce qu'on sait qu'on est hyper graduel, hyper sécuritaire. Ouais. Ça prend de la patience. Des fois, il y a la possibilité d'aller dans des programmes un peu plus rapides. Il y a différents programmes. Il y en a environ 3 qu'on utilise plus avec la clinique du coureur. Donc, on peut l'adapter selon la capacité et la progression. Quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience ou qui a moins de tendance à se blesser, bien là, on peut aller vraiment dans des programmes de course où là, on va pouvoir choisir notre fréquence. Est-ce qu'on veut courir 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois semaine? Généralement, c'est des choses qui vont se placer avec les premiers mois aussi. Savoir c'est quoi notre fréquence idéale. Ce qui est de plus en plus prouvé dans la littérature scientifique, c'est qu'on veut avoir une stimulation fréquente dans notre semaine. C'est mieux d'avoir, par exemple, 5 jours de course avec 2 très petites, très easy, courses plus rapides, moins stressantes pour le corps, mais quand même une stimulation fréquente versus de courir un demi-marathon chaque dimanche. Ça, c'est pas mal le moins bon scénario, même si au final, peut-être que ton nombre de kilomètres par semaine est similaire. Mieux vaut le faire en plusieurs étapes parce que ça stimule journalièrement ton corps. Donc, ensuite de ça, on peut l'adapter, comme tu disais, à notre horaire. Donc, il y a certains programmes, encore une fois, moi, j'utilise beaucoup ceux de la clinique du coureur, mais il y en a en ligne des centaines de disponibles. Où est-ce qu'on peut choisir, c'est quoi la fréquence idéale? Des fois, j'ai des clients qui ont pas le temps de faire, par exemple, 5 programmes par semaine ou des gens qui font du triathlon, c'est pas forcément la réalité qu'on peut courir chaque jour. Donc, je vais ajouter comme une séance d'exercice de jogging sur place, 5 minutes de jog, 5-10 minutes. Des fois, ça peut être suffisant pour stimuler un peu l'aspect plus musculo-squelettique pour qu'on garde cette adaptation-là. Donc, même en faire un petit peu, c'est mieux que rien. Puis ça l'amène quand même, si on regarde, je serais peut-être pas essoufflée, mais la partie stimulation mécanique, qui est vraiment propre à la course, elle va être gagnée quand même avec ça. Fait que c'est vrai qu'en ce moment, moi, j'essaie de garder un minimum de 2 à 3 fois par semaine la course à pied. Pour maintenir ma base, je fais mon vélo, mais c'est ça, je fais du ski de fond puis d'autres sports. Mais vu que la course est très, très spécifique, j'essaie de maintenir ce minimum-là pour... que ça soit plus facile à reprendre par la suite si j'ai cette base-là pendant l'hiver. Puis on sait aussi que toi, dans ta routine, tu as
entraînement assez diversifié. Donc, tu as cet aspect-là un peu de saut, d'impact là, qui est récurrent. Des fois, dans le triathlon, il y a des phases où est-ce qu'on va travailler un petit peu plus à faire une construction du vélo. On va pousser un petit peu plus dans certaines semaines en vélo. Ensuite, on va changer de sport principal, puis on va garder les acquis des autres sports. C'est une bonne façon de le faire en ce moment. Justement, tu peux garder un minimum de courses, quelque chose qui rentre dans ton horaire, puis travailler sur tes autres acquis à ce moment. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous interromps, je suis désolé. C'est important de savoir que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir téléchargé un podcast Jamais assez, ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez être certain de nous retrouver la semaine prochaine, en 2025, on sort un podcast par semaine. Assurez-vous de vous abonner sur vos plateformes d'écoute afin qu'on puisse se retrouver dans une semaine. C'est pas plus long que ça. Je vous laisse de retour à l'épisode. Ciao! Fait que là, ça, c'était plus des trucs et conseils côté programme. Mais avant d'aller courir, ça nous prend une chaussure. Tout à fait. Ultimement, tu pourrais courir les pieds, mais ça serait pas ça avec quoi je commencerais. Ouais, non, surtout pas... sur le tapis, j'ai déjà essayé, puis je me suis comme presque brûlé les pieds. C'était pas top. Puis dehors, je pense pas que j'oserais. C'est moins la bonne saison en ce moment. Fait que oui, chaussures, encore le gros débat. On entend des choses à gauche, à droite. Pour avoir fait des formations avec la clinique du coureur, je sais que les chaussures dites minimalistes sont vraiment prônées de ce côté-là. Puis c'est drôle parce que ma chaussure n'est pas considérée minimaliste. Mais en ce moment, elle me convient. J'ai pas de blessure, donc j'ai pas l'intention de la changer. Mais si on parle un peu justement de la chaussure, ça veut dire quoi, une chaussure qui est minimaliste par rapport à maximaliste? Comment est-ce qu'on définit une chaussure? Parfait. Quand on parle du courant minimaliste, maximaliste, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment être prêt à faire ses essais puis à comprendre aussi c'est quoi notre besoin. Le point chez les physios, c'est pas de prescrire des chaussures minimalistes à tout le monde, évidemment pas. La clinique du coureur a comme fait un outil qui s'appelle l'indice minimalisme, qui nous permet de classer dans un pourcentage des chaussures. 0%, ça serait par exemple un immense chaussure à plateforme rigide. Puis 100%, ça serait être carrément pieds nus. Donc, c'est juste de voir dans ce spectre-là où on se place avec notre chaussure actuelle, ou si on n'a pas encore commencé la course, bien là, on peut choisir quelque chose de plus modéré. Moi, souvent, ce que je vais conseiller aux gens, c'est si vous n'avez pas déjà une chaussure de préférence, bien, situez-vous dans un indice minimaliste entre 50 et 70%, qui est ce qu'on considère du moyen maliste, qui est un bon point de base duquel partir. On sait que c'est assez sécuritaire, ça permet, c'est comme un peu un entre-deux qui permet de bien s'adapter, mais quand même avoir une chaussure qui n'est pas trop épaisse. On a tendance à se sauver un peu des grosses chaussures épaisses qui sont très à la mode dans l'industrie. Maintenant, c'est difficile même de trouver des chaussures qui sont pas des énormes plateformes. Tu vas dans les magasins de chaussures de course, puis c'est juste des grosses chaussures. Oui, et c'est assez problématique parce que ça permet pas aux gens de faire un vrai choix au final. Donc, l'importance de se dire, cherche au moins minimalement du moyen maniste, c'est de commencer avec une chaussure qui est légère, qui ne va pas... je n'ai que le mot anglais... qui ne va pas tromper les sensations de proprioception du pied. Donc, une grosse plateforme avec laquelle on ne sent pas le sol, on est plus à risque d'entorse, plus à risque de moins bien contrôler le pied. Ça peut affaiblir les muscles intrinsèques du pied. Donc, une chaussure un petit peu plus modérée, c'est un bon départ. Ensuite, il faut que la chaussure soit confortable. Les études montrent que la légèreté, c'est ce qui augmente le plus la performance et l'économie d'énergie. Donc, on cherche quelque chose de léger, qui a un petit peu de courbure disponible dans tous les sens, qu'on peut juste plier un peu antéro-postérieur puis en torsion. Donc, c'est pas mal ça nos critères principaux. Il faut qu'elle soit confortable. Ultimement, si on peut avoir ce qu'on appelle un fit anatomique, c'est encore mieux. C'est-à-dire une chaussure qui va avoir assez de place pour le gros orteil. Donc, on veut que ça puisse laisser de la place à la forme naturelle du pied. Fait que pas trop étroit, dans le fond. Exactement. Connaissez vos pieds, il y a des gens qui ont des pieds plus larges, plus étroits. Les compagnies commencent à faire des modèles wide aussi, donc ça commence de plus en plus. Donc, quand c'est possible, c'est pas toutes les compagnies qui font une forme anatomique, mais c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi sur le site web de la clinique du coureur, de l'indice minimaliste. On rentre la chaussure, on peut voir le pourcentage d'indice, donc on essaie de se situer entre 50 et 70%. Si c'est possible d'avoir un fit anatomique
tant mieux. Si on peut l'essayer en boutique, c'est encore mieux parce qu'on peut valider, bon, si je saute sur place, comment je me sens? Si je fais un stop and go, est-ce que j'ai l'impression que la semelle de foam se déforme puis là que je vais avoir une entorse ou est-ce que c'est assez ferme pour me tenir en place? Est-ce que j'aime ça, le fil au talon? Est-ce que c'est confortable? C'est toutes des caractéristiques qu'il faut regarder, mais vraiment, fiez-vous à votre sensation à ce moment-là. Je pense que d'essayer, ça reste une solution. Ben, pas une solution, c'est quelque chose qui doit être fait. On peut pas essayer de bypasser ça. Puis, il y a des rabais en ligne. Il faut... puis, j'ai acheté mes chaussures à la fin de la saison dernière. Donc, mettons, octobre-novembre. Puis, j'ai été en magasin, puis je veux dire, ils se ressemblent tous. En théorie, ils ont toutes l'air pareil. Mais il y en a certaines que je mettais mon pied dedans, puis le foam, j'avais l'impression que j'étais sur quasiment comme un lit d'eau, ça bougeait, puis je me sentais pas stable, puis je m'imaginais courir avec ça, puis j'étais comme, je fais pas aimer ça. Quelqu'un d'autre pourrait aimer ça, avoir des sensations différentes. Mais moi, ça me convenait pas. Fait que là, la chaussure que j'ai choisie, tu seras pas fière de moi parce que mon indice minimaliste est de 24 Fait que c'est plus vers le maximaliste. C'est plus en maximaliste. Ça fait aussi partie... Donc, la chaussure que j'ai, c'est le ASICS Nimbus 26. Je me suis osée dans une chaussure blanche. Là. Il faut que je les nettoie un peu pour les garder blanches le plus possible, mais je savais que ça allait pas durer. Mais la raison aussi pourquoi je les ai choisies, c'est que l'été passé, fait que là, je courais avec ton ancien modèle, la 1400. Fait que le New Balance 1400 que tu as juste ici. Fait que avant, je courais avec ça, beaucoup plus minimaliste comme chaussure. L'indice, là, on est autour de... 70, entre 65 et 70, il me semble. Fait que vraiment comme de l'autre spectre de l'autre côté. Ça allait quand même bien, sauf que je me suis ramassée avec une petite douleur au niveau de la cheville. J'avais l'impression que j'avais, encore là avec mes antécédents d'entorse, je me sentais moins stable. Fait que j'ai voulu aller me chercher une autre chaussure pour tester. Peut-être que j'aurais pu, on parlait du quantification du stress mécanique tantôt, d'y aller graduellement. J'aurais peut-être pu continuer avec celle-là et d'y aller très, très, très graduellement. Mais je pense que un peu impatiente, je veux continuer à courir, let's go. Fait que j'ai été me chercher une chaussure qui venait peut-être pallier à cette petite faiblesse-là. Et depuis que je les ai, j'ai pas eu ma douleur au pied. Donc, en ce moment, c'est sûr que j'ai pas l'intention de changer ou de retourner vers ça, du moins pas à court terme. Parce que tu es satisfaite, confortable. Exact. Tu peux faire ton volume. J'ai pas eu d'autres blessures ailleurs. On sait que les chaussures plus minimalistes, en général, causent un peu plus de... Je veux dire, est-ce qu'on pourrait dire augmente le risque de blessure au pied? Ce qu'on observe selon la science, c'est que dans la fenêtre d'adaptation à la chaussure, on conseille de prendre un peu plus de temps d'adaptation, qu'on passe d'une chaussure plus grosse à plus mince, parce que les blessures de l'avant-pied sont un peu plus fréquentes dans les premières semaines. Souvent, quand on fait une augmentation graduelle, une introduction graduelle d'une nouvelle chaussure, ça peut se passer bien, sans souci. Mais en effet, il y a un peu plus de stress à l'avant-pied parce que le corps va utiliser un peu plus la façon de courir naturelle, ça, comme quoi on a évolué un petit peu. Donc, un peu moins d'attaque talon, un peu plus mi-pied. Donc, en effet, c'est une chaussure à ne pas prendre à la légère qu'on fait une transition. Là. Et les études montrent aussi que toute transition, que ce soit d'entraînement... Dès qu'il y a un changement. Entraînement, nutrition, chaussures, équipement, terrain, température, vêtements, ça augmente le risque de blessure. Donc, faut le relativiser dans ce contexte-là. Moi, ce que j'aime dans ton histoire, c'est aussi que tu as fait des tests, tu t'es fait confiance, tu as écouté tes sensations, puis en ce moment, tu te sens pas limité, tu te sens confortable, tu n'as pas d'apparition ailleurs. Parfois, les chaussures plus maximalistes, il y a un peu de risque augmenté à tout ce qui est genoux et au-dessus, parce qu'on a généralement plus de phases de freinage, vu que le talon amortit plus, on utilise plus cette façon de courir-là. Puis, ça peut se répercuter un peu plus haut. Donc, les gens fragiles au niveau genou, bassin, lombaire, c'est peut-être moins le bon choix. Encore une fois, on doit le corréler avec comment on se sent. Moi, j'ai tellement aucun problème à des clients, clientes qui vont s'adapter selon leurs sensations puis faire leur choix avec leurs expériences. C'est comme c'est de la science, en fait. Là, c'est le meilleur parcours pour trouver soi-même ses besoins. Il y a quelques évidences scientifiques aussi qui sont positifs par rapport à l'utilisation de plusieurs chaussures. Le but, c'est pas d'avoir 30 chaussures et de ne pas être capable d'être adapté à aucune, mais d'avoir quelques modèles pour des besoins différents, des sorties différentes. Comme quoi, par exemple? Ça peut être une chaussure plus minimaliste pour certains types de courses, une chaussure un petit peu plus moyenmaliste. Ça permet de disperser le stress différemment. Fait que pour des plus longues, d'aller chercher quelque chose de plus moyen, puis des plus courtes ou pas nécessairement? La science ne se prononce pas à ça. Il n'y a pas d'évidence, donc je ne ferai pas de suggestions par rapport à ça. Mais quelqu'un qui sait qui aime le feel minimaliste, mais qui est peut-être fragile de l'avant-pied, peut peut-être faire ses
un peu d'activité du quotidien avec ces chaussures-là, les introduire graduellement, faire des courtes courses easy avec ça. Donc, ça peut être une façon d'introduire graduellement. Les changements de chaussures, là, les gens qui sont très sensibles aux changements, il y a certaines personnes que leur corps réagit plus, ça peut être aussi graduel que de commencer la première minute de course avec la nouvelle chaussure et d'enfiler le reste d'entraînement avec l'ancienne et tranquillement qu'on ajoute une minute à chaque sortie. Puis c'est un peu tannant de faire ça. C'est pas le plus agréable. Quand on s'entraîne sur tapis, des fois, ça se fait. Ou sinon, c'est de le mettre au quotidien, de le mettre parfois sur la moitié de notre course et compagnie. Il y a plusieurs modèles là, d'introduction graduelle. Mais ça peut être des façons. Si un jour, tu te dis, je veux peut-être augmenter un peu ma performance, aussi qu'une chaussure plus légère, un peu plus mince, peut t'aider à économiser l'oxygène consommé dans la course, l'utilisation musculaire un peu. Ben, tu pourrais dire, je me fais un protocole de réintroduction. Je varie entre 2 chaussures un peu mes courses. L'important, c'est juste d'être graduel puis adapté dans ce cas-là. Oui, parce que plus la chaussure est lourde, plus on le sait que ça a un impact avec la vitesse puis la partie performance. C'est comme courir avec des poids lourds aux chevilles, aux pieds, puis là, on se met quelque chose de plus léger. Ben, c'est normal qu'on ait plus vite avec... Ça explique en partie aussi, selon ce qui est étudié en ce moment sur les plaques de carbone, la nouvelle... tendance de l'industrie de mettre une plaque de carbone. Nous, on connaît bien le carbone en vélo. Maintenant, c'est rendu dans les chaussures de course. Oui, ça sonne bien. Oui, exactement. Ça sonne expensive. Ça sonne cher. C'est fancy. Donc, c'est des chaussures, en effet, très chères, avec une plaque qui est plus rigide. Le principe derrière, c'est de donner un genre de rebond, si on veut, en théorie. Transmettre la force. En théorie, selon le marketing des chaussures, qui n'est pas tout à fait prouvé en termes de transfert d'énergie. Puis de garder la chaussure très légère parce qu'on sait que le carbone est très léger. Il y a certaines études qui commencent à analyser un peu plus, qu'est-ce qui se passe avec les plaques de carbone qui ont été introduites, il me semble, par Nike là, en premier lieu, il y a quelques années. Des fois, il y a des études qui ont regardé la même chaussure avec et sans la plaque. Les résultats sont très similaires en termes d'économie de performance puis de résultats. Donc, probablement, ce qui joue le plus grand rôle dans l'efficacité de ces chaussures-là, c'est la légèreté. C'est arrivé au même moment qu'un type de foam plus léger est arrivé dans l'industrie. Donc, ça a comme coïncidé. On pouvait mettre la plaque parce que le foam était ultra léger, mais c'est aussi un foam qui est un petit peu plus usable. C'est pour ça que les compagnies, des fois, suggèrent de les porter seulement pour les compétitions, ce qui n'est pas énormément préconisé chez les physios, les travailleurs de la santé, parce que on veut être adapté. Donc, si ta chaussure, tu la portes 2 fois par année, ça se peut que tu te blesses pas, mais ça se peut aussi que ton corps soit peu adapté. Il existe des tests pour savoir est-ce qu'on est un bon répondant aux chaussures, à une chaussure plus qu'une autre. Ce sont des tests comme un peu à l'aveugle qu'on va mesurer là, le VO2, le lactate et tout là, pour voir est-ce qu'il y a une réelle économie. Les études montrent que généralement, il y a environ 30% de gens dans ces études-là qui sont des responders à la plaque de carbone. Donc, c'est le côté un peu geek, là, mais il y a certaines personnes pour qui, en effet, la plaque va faire une différence. Mais on parle du tiers là, de certains participants d'une étude. Donc, il faut juste être conscient de faire soi-même ces tests. Si c'est possible de le mesurer, si vous visez vraiment la performance, on peut le faire. Puis savoir que, dans tous les cas, il faut être adapté à cette chaussure-là. Plaque ou pas, il faut s'adapter. Puis c'est sûr que c'est pas un test. Mettons, je vais pas aller faire des tests. C'est pas accessible d'aller faire un test de VO2 avec telle chaussure, puis ensuite une autre, puis c'est coûteux. Ça pourrait se faire, mais c'est coûteux. C'est peut-être quand tu cherches justement les millisecondes ou les quelques minutes là, sur ton marathon à baisser, c'est peut-être un choix qu'on peut faire dans l'ultra-performance. Après, c'est se demander c'est quoi notre choix, notre priorité. Est-ce que notre feeling nous indique assez ce qu'on veut faire? Ça, c'est important aussi. Puis si on se blesse pas, on est confortable, on atteint notre niveau de performance, j'ai pas de haine à apporter à une chaussure plus que l'autre. Tu me respectes même si ma chaussure... Je te respecte totalement. Puis, tu sais, moi, dans ma carrière de coureuse, j'adore le feel du minimalisme, mais vu que je fais des plus que 100 km de course par semaine, je monte dans des volumes très élevés. Parfois, je peux pas toujours me permettre d'être 100% du temps là-dedans. Donc, avec le temps, les blessures, j'ai un historique aussi de m'être blessée énormément aux pieds, fractures de stress et compagnie. Donc, tu sais, moi, j'ai trouvé un peu mon équilibre, puis je suis pas non plus en barefoot, là, donc je veux juste mettre le petit bémol qu'il faut vraiment trouver son équilibre à soi, puis se dire, on veut quelque chose de léger, confortable, qu'on aime, puis ensuite, si on veut progresser, on doit le faire graduellement, en l'introduisant graduellement. Oui, puis on a parlé, c'est ça, tout ce qui est quantification du stress mécanique, puis une partie de moi, quand je l'explique, mettons, aux patients, on parle d'y aller graduellement, tu dis, essayer une chaussure juste 1 minute, on se dit, c'est vraiment pas beaucoup, 1 minute, ça vaut-tu vraiment la peine? Mais des fois, j'aime ça décortiquer la course. Si on parle de cadence, ce qui est encore là recommandé par la clinique du coureur, on parle de 180 pas par minute. Ça veut dire 90 répétitions de chaque pied. Fait que si on porte notre chaussure pendant 1 minute, on vient de faire 90 répétitions par côté. C'est quand au gym que tu as été faire 90 répétitions d'un exercice, ça arrive
jamais. Fait un peu de relativiser ça puis de se dire, OK, voilà pas comme un effort cardiovasculaire, tu vas pas être essoufflé de courir ta minute, mais pour l'impact puis le stimuli que ça a, même chose quand on prend le programme fractionné puis on débute ou c'est suite à une blessure, mais de faire 3 fois une minute ou 5 fois une minute, ben 90 fois 3, 270 répétitions. Oui, on peut le voir en nombre de répétitions, puis c'est moins ennuyant que sauter sur place 90 fois. C'est un peu plus fonctionnel. C'est un bon point à apporter. Fait que ça m'amène aussi à parler justement de la cadence, qui est aussi qui peut être un gros débat là, au niveau de la course à pied. On sait qu'on peut le corréler des fois avec les blessures. Qu'est-ce que tu as à dire sur la cadence? Moi, j'adore ce sujet-là parce que je crois pas que ça devrait être tant un débat que ça parce qu'on a des données scientifiques qui suggèrent qu'au niveau consommation d'oxygène, donc on a mesuré des coureurs, des coureuses avec un masque de spirométrie. On a regardé aussi leur risque de blessure à long terme. On se rend compte que quand on tourne autour du 170 à 190, donc il y a quand même un intervalle de... Ça, c'est pas un chiffre magique, là. Exactement. C'est un intervalle de confiance, donc 180 plus ou moins 10. On se rend compte que le risque de blessure est un peu moins grand, probablement parce que les demandes musculaires et musculosquelettiques sont réduites aussi. C'est un peu comme l'image de prendre plein de petites bouchées pour finir un bol de céréales. Au lieu de 3 immenses bouchées, c'est beaucoup plus facile à mastiquer, beaucoup plus facile à digérer. Donc, c'est le principe d'avoir de petits coups répétés au lieu de gros coups avec plus d'impact. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est normal que quand on est en trail, ça varie. C'est normal que quand on sprint, quand on fait des intervalles, ça varie. On se rend compte aussi dans les études que plus les gens sont expérimentés en course, naturellement, ils vont tourner autour du 180 pas par minute. Donc, c'est quelque chose, une tendance que le corps finit par faire quand on progresse en expérience, ce qui est quand même intéressant à noter. Ouais, le corps s'adapte puis il se rend compte que naturellement, il est plus efficace. C'est ce que les pros, ils vont tourner autour de ces cadences-là avant qu'on ait coaché. Ça fait pas 50 ans non plus qu'on coach les gens sur leur cadence. C'est un peu aussi le même principe en vélo. On a le 80 à 90 RPM de moyenne dans une certaine zone. Évidemment, quand on est dans un sprint, dans une côte, ça va varier. Mais le principe est que si on passe une bonne partie de notre épreuve ou de nos entraînements à cette cadence-là qui est prouvée comme étant un peu plus douce pour le corps, ben on réduit globalement le risque de blessure. On améliore aussi notre consommation d'oxygène. On a besoin un peu moins d'oxygène. On est moins fatigué. Nos jambes sont un peu plus fraîches, donc prêtes à recourir le lendemain ou à courir plus longtemps et compagnie. Donc, c'est un peu ça le principe autour de la cadence. Il y a certaines études qui montrent que quand c'est comme surtout autour de 150, si on augmente de 10 donc de quelques battements de plus, on voit une amélioration significative là, de la qualité de la course. Donc, c'est un peu ça le principe général, de tendre globalement vers ça. Les montres peuvent nous le dire. Maintenant, les montres surprenamment, sont pas fiables pour grand-chose. Pour les GPS, là, mais pour la cadence, c'est assez fiable. Donc, on peut se fier à ce chiffre-là qu'il y a parfois dans nos applications d'entraînement. Il y a des gens qui vont le travailler en étant graduel, encore une fois. Par exemple, si je pars de 155, je peux me dire, OK, je vise 160. Je me mets un métronome ou des playlists, là, des listes de lecture là, où est-ce qu'on peut avoir un certain BPM. En musique, il y a des BPM pour la cadence musicale. Donc, c'est des outils qu'on peut utiliser pour graduellement tendre vers quelque chose de juste un peu plus régulier, un peu plus rapide. Parce que si je fais un parallèle avec ce que tu as dit tantôt, on parlait de tout changement peut augmenter le risque de blessure. Fait que passer de 150 à 180 du jour au lendemain, c'est quand même un gros changement au niveau de la technique de course. Donc, à ce moment-là, il y a des gens qui pourraient se mettre à risque de blessure, de passer... C'est une bonne observation. Est-ce que c'est ce qu'on trouve le plus dans la littérature? Pas forcément, au niveau de la cadence, mais dans tous les cas, ça va être plus agréable d'être graduel. Oui, tout à fait. On n'est pas obligé de passer du jour au lendemain à une attaque de talon à avant-pied, juste d'être un peu plus graduel. Puis on se rend compte aussi qu'avec la cadence un peu plus régulière, le reste se normalise aussi. Le corps trouve un peu plus son patron de course plus optimal. Là. Puis on parle de cadence, qui est le nombre de pas qu'on fait par minute. Faut pas se mélanger avec tout ce qui est l'aspect vitesse. Fait qu'on peut courir à 2 cadences différentes, mais avoir une même vitesse. Tout à fait. Fait que ça, c'est des fois des concepts qui sont un peu mêlés, ou quand j'essaie de faire courir les gens à une plus haute cadence, ils accélèrent, mais c'est pas nécessairement ça qu'on veut, mais est-ce que c'est normal d'aller plus vite avec une plus haute cadence? En théorie, on pourrait avoir, comme tu disais, la même vitesse, donc vraiment le nombre, le pace, le nombre de minutes au kilomètre ou le nombre de kilomètres-heure avec des cadences différentes. Donc, des fois, pour les gens pour qui c'est un peu plus difficile à ressentir, le tapis roulant, c'est un bon outil.
Sinon, tu sais, les montres, justement, les applications, les cellulaires, ils peuvent tracker notre vitesse aussi. Donc, c'est juste d'être conscient que ce soit les deux. Tu sais, courir à de très grandes vitesses, là, on peut être dans un cas où est-ce qu'il peut y avoir un danger de blessure si on n'est pas habitué. Ceci dit, c'est pas forcément mal de se retrouver à courir légèrement plus vite parce qu'on augmente la cadence. Il faut juste être conscient que c'est deux paramètres différents. Qui peuvent se pratiquer de façon indépendante. Est-ce que tu sais ta cadence est à combien? Étant 180 et des poussières. Là, ça dépend qu'est-ce que j'entraîne, mais ça ressemble beaucoup à ça. Puis moi, ça fait une quinzaine d'années que je cours, donc naturellement, ça s'est fait. Les premières fois que je l'ai observé, c'était vraiment à mes débuts. Puis, tu sais, au début, il y a eu quelques semaines d'adaptation, justement, quand je me suis dit, OK, ben j'ai augmenté graduellement des courbatures un peu plus de mollets, des choses comme ça, mais ça s'est placé éventuellement. Puis maintenant, naturellement, je suis pas mal... Ça, t'as plus besoin. C'est pas un paramètre que tu vas aller regarder. Vu que t'es... Puis il y a des gens qui adorent le côté très cérébral d'analyser leur posture, puis d'autres à qui ça parle pas. Donc, les personnes à qui ça parle pas, je suggère de dire, ben j'essaye un tout petit peu plus vite, y aller vraiment instinctivement. La musique, ça peut être un bon outil. Sans avoir un chiffre précis. Exactement. Puis de juste se dire, ma montre, elle me dit, je suis à 150, ben, je vais essayer de faire des pas un petit peu plus rapprochés, un petit peu plus fréquents. Puis ça peut être suffisant. Là, on n'est pas obligé d'être parfaitement mathématique. Il faut que ça reste agréable, là, peu importe votre type de relation avec ces données-là. Ouais. Moi, je pense que je suis autour de 172, 13. Fait. OK. Ben, tu rentres dans le range. Correct. Puis ça se peut que toi, ça soit ta normale, puis que ton corps soit confortable comme ça. Puis, tu sais, peut-être si tu voulais travailler ta performance ou aller chercher des minutes sur une certaine distance, ben là, tu pourrais analyser comment tu te sens, à quel point ça affecte ta fatigue ou pas, puis valider avec toi ton ressenti. Oui, définitivement que ça peut être... Ça s'intègre bien, des fois, je trouve, dans des intervalles où tu dis, OK, là, je fais tant de temps, je vais essayer d'aller un petit peu plus rapide au niveau de la cadence et non la vitesse. Puis là, ça se mesure, ça se fait un petit peu mieux. C'est plus facile à aller gérer. Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour simplement vous mentionner que si vous avez des douleurs présentement, peu importe la partie de votre corps qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'atteindre la performance, appelez-nous 450-486-3888 à la clinique Physio-Vélo. On offre de la physiothérapie sportive. On est formé, notre équipe de 7 physiothérapeutes est extrêmement compétente pour prendre en charge les sportifs et les sportives comme vous. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous directement en ligne au physiovélo.com. Je vais mettre tous les liens dans la description sous le podcast. On vous attend en clinique et on est prêt à vous aider. Parlant d'intervalle, côté entraînement, on sait que le zone 2 est assez populaire. Fait que de courir à un pace qui est facile. Qu'est-ce que tu recommandes? As-tu des recommandations? Qu'est-ce que tu fais par rapport aux zones 2, intervalles? Comment s'entraîner? Parce que quelqu'un, encore une fois, qui va débuter, le but, c'est pas juste de courir 5 km 3 fois par semaine. Des fois, on sait que ça vaut la peine d'aller travailler les intervalles, d'avoir un peu de vitesse. Fait, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que dans d'autres épisodes, tu as parlé un peu des zones? Zone 1, 2, 3, 4, 5, 6? Non, pas encore. Parfait. Je ne vais pas trop entrer dans le détail parce que je ne suis pas kinésiologue, ni entraîneur, ni préparatrice sportive. Mais grosso modo, c'est un système. Il y a plusieurs systèmes là, au fil des années dans les modes d'entraînement qui sont apparus pour quantifier l'effort, quantifier la demande en oxygène. On sait maintenant que le corps n'est pas découpé en zones parfaites où est-ce que là, j'utilise seulement le sucre, là, j'utilise seulement l'oxygène. Souvent, ça va se chevaucher. Les zones, c'est une façon un peu d'imager quelle filière énergétique, donc quelle essence, quel carburant je vais utiliser pour faire mon effort. Donc, tu sais, les zones 1, 2, on parle de zones où est-ce qu'on peut parler un peu plus facilement. On est dans la zone plus aérobique, donc on va utiliser l'oxygène. Quand on augmente un peu l'intensité, zone 3, là, on va mêler un petit peu de début de seuil. On reste quand même dans de l'oxygène, donc c'est un effort un peu plus soutenu. On peut moins parler, quelques mots, mais sans plus. Zone 4, là, on est dans de l'effort plus soutenu. On peut pas parler, ça pompe un peu plus, on a plus chaud. Notre cœur, nos battements cardiaques, c'est corrélé avec ça. Zone 5, là, c'est vraiment plus élevé. Là, on va travailler un peu notre anaérobie, notre VO2 max, justement, où est-ce qu'on travaille la capacité maximale de notre corps à utiliser de l'oxygène, donc comme le volume d'oxygène dans notre sang. Puis après ça, il peut avoir, on peut aller jusqu'à une zone 6 où est-ce qu'on est dans une espèce de réponse neuromusculaire. Là, je ne m'étends pas plus sur le sujet, mais grosso modo, pour les gens qui se demandaient qu'est-ce que ça veut dire zone 2, c'est un peu ça. Dans les dernières années, il y a des courants qui émergent, qui sont vraiment intéressants, qui parlent beaucoup, comme les méthodes, peut-être que vous avez entendu la méthode 80-20, donc 80% de zones plus
aérobique, zone 2, avec un 20 d'intensité. C'est des choses très popularisées aussi par des grands et grandes athlètes. Pogacar s'entraîne de cette façon-là. Kylian Jornet, en course à pied aussi, a produit des livres qui parlent de ces méthodes-là. Le concept, en fait, c'est d'avoir une majorité d'entraînement dans une zone où est-ce qu'on est un peu plus confortable, avec un certain pourcentage, autour de 20 de notre entraînement total, où est-ce qu'on va aller chercher des pics, justement, près de notre VO2 max. Donc, la majorité des entraînements sont, en guillemets, faciles, dans quelque chose de confortable. En zone où on peut discuter, disons. Puis facile, ça veut pas dire qu'on n'a pas chaud, ça veut juste dire qu'on n'est pas à bout de souffle, on n'est pas en train de pas pouvoir penser à rien d'autre que de pédaler ou de courir. Ce qui est intéressant d'un point de vue, de mon œil de physio, moi j'aime ça parce que ça légitimise le travail dans différentes zones. Donc, c'est un des facteurs de risque de blessure, c'est quelqu'un qui va énormément en vitesse tout le temps, beaucoup de volume. Ça, c'est comme les meilleurs facteurs pour blesser quelqu'un, c'est d'aller tout le temps intense, dans le fond, exactement, puis trop souvent. Il y a beaucoup de blessures de course à pied, c'est ça. Les gens, ils se disent, je dois toujours courir vite ou à un certain pace. Donc là, on va aller chercher un manque d'adaptation tissulaire où le corps n'est pas encore rendu là. Donc, les méthodes 80-20 ou les méthodes de zone 2, ça nous permet de travailler plusieurs facettes musculaires, stress mécanique, puis de garder quand même un peu de vitesse. Donc ça, c'est intéressant pour ça. Il faut juste être conscient aussi que c'est des méthodes qui ont peu d'études en ce moment. Je pense qu'on parle environ, si je me souviens bien, c'est environ 6 études qui ont démontré que ça pouvait avoir des effets. Donc, c'est encore tôt pour crier à ce que ça soit la seule façon de faire. Ceci dit, il y a moins de risque de blessure de cette façon-là. Donc moi, je trouve ça positif. Exact. Au final, vu qu'il y a moins de risque de blessure, c'est sûr que là, ça gagne un petit plus. Puis c'est peut-être pas beaucoup étudié, mais c'est définitivement populaire comme méthode. Exact. Puis, on sait qu'on peut arriver aussi à de la performance. Donc, c'est intéressant là, de savoir que ça existe. Le petit bémol que j'apporte, c'est que c'est quand même important de travailler l'intensité. Les études sur la santé cardiovasculaire chez les populations, là, peu importe l'âge, le sexe, les gens sédentaires ou pas, sont indéniables sur le fait que le VO2 max, c'est une des capacités les plus prédictrices de survie, en fait. Ouais. Donc, c'est quand même important. Peu importe votre niveau de performance, qu'on ait quand même des moments où est-ce qu'on va travailler cet aspect-là, là, le zone 5. Donc, être essoufflé, à bout de souffle, d'aller travailler ces Exactement. Puis, selon nos capacités, chacun, ça va être une vitesse ou une façon différente. Quelqu'un pour qui par exemple, les blessures sont trop fréquentes à la course, on peut le travailler en vélo ou en spinning, peu importe. Mais c'est quand même important d'aller le chercher. C'est un peu ça qui fait que des gens se tapent des infarctus l'hiver quand ils pètent parce qu'ils vont jamais dans ces zones-là, sauf dans une activité fonctionnelle auquel ils ne sont pas habitués. Donc, au niveau santé du cœur puis des poumons, c'est vraiment important de travailler ça. Puis, moi, des fois, je l'aborde avec des clientes parce que des fois, les gens pensent que c'est pas pour eux. Vu qu'ils sont pas des grands athlètes, ils devraient pas aller dans ces intensités-là. Mais en fait, je crois que pour la santé en général, il y a une façon d'y aller de façon sécuritaire. Faites confiance à des coachs, des kinésiologues, là, si jamais vous avez besoin d'être encadré pour savoir comment le faire. Mais c'est vraiment pour tout le monde, là, peu importe l'âge, le sexe et la forme physique. C'est vrai que c'est quand même important pour la santé. Puis moi, dans mon objectif de, semi-performance, pour aller chercher, c'est ça, si je cours jamais vite, je vais jamais habituer mon corps à courir vite. Donc, j'ai besoin d'aller chercher ces intervalles-là. J'essaie présentement, je pense que j'en fais une fois par semaine, des intervalles course spécifique? En course spécifique, peut-être aux 2 semaines. Des fois, c'est le vélo que je vais aller pousser plus. Fait qu'en ce moment, j'essaie de garder une fois. Parfait. Minimum une fois aux 2 semaines. Je crois que c'est très raisonnable, surtout au niveau d'entraînement où t'es comme dans ta préparation. C'est encore le début. Puis là, tranquillement, avec l'été qui va arriver, je devrais dire le printemps en premier, là, je vais courir un petit peu plus dehors, un peu plus en termes de volume aussi. Fait que là, je vais pouvoir aller chercher, continuer à intégrer ces intervalles-là dans mon... très bon entraînement. Il faut aussi le corréler avec notre objectif. Il y a des gens que c'est juste finir l'épreuve, ce qui est vraiment parfait. Dites-vous aussi que si vous travaillez un peu la vitesse, des fois, votre épreuve elle va durer moins longtemps. Vous serez peut-être plus en forme. Voilà. C'est pour ça que je veux courir vite. C'est pour que ça soit fini le plus vite possible. Donc, il y a quand même un aspect intéressant à travailler ça. Puis, pour les gens qui visent vraiment comme un pace en particulier, ça, il faut vraiment le travailler. Il y a plein de programmes. On peut travailler au seuil. On peut travailler le tempo, donc sur des séquences de 5, 10, 15 minutes au tempo souhaité. On peut aller chercher des intervalles à vitesse vraiment plus élevée. Il faut juste ayez pas peur de la mathématique, la chose. Parfois, on se dit,
si je veux pas être trop mathématique, trop le calculer, mais des fois, c'est un bon outil là, pour se protéger. Moi, des fois, je le vois aussi dans ma pratique, des gens qui se sont jamais vraiment entraînés en vitesse. Puis là, le jour de l'événement, il y a l'effervescence de la foule, il y a des gens. Là, tout d'un coup, on se sent porté par une énergie nouvelle. Puis là, les gens augmentent leur pace. Puis des fois, il y en a des gens qui se font des syndromes de bandelette juste le jour de l'événement. Juste le jour pendant. C'est vraiment corrélé à justement une intensité auquel on n'est pas habitué ou des crampes. Des gens qui se passent, qui crampent, qui doivent arrêter de courir durant leur événement. Donc, les crampes, c'est beaucoup relié aussi à l'adaptation musculaire spécifique à ce qu'on fait. Donc, toujours garder ça en tête que ça peut vous aider à mieux survivre l'épreuve, la terminer plus rapidement et avoir plus de fun durant ce moment-là. Puis, si vous avez un objectif de performance, il faut le travailler parce que pour courir vite, il faut courir vite. Il faut courir vite, exact. Mais, comme tu as dit, pas juste aller courir vite puis vider la batterie à chaque fois non plus. Puis, des fois, ça fait que ça nous permet une variabilité. Probablement qu'on va en parler un peu là, de la variabilité dans les entraînements. Tu disais, environ une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, je vais avoir quelque chose d'un peu plus rapide. C'est quoi l'autre type d'entraînement que tu peux faire en course dans ta semaine? Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Est-ce que tu es plus en longueur? Présentement, un nombre de temps. Parfait. Puis je cours, je me mets en ce moment, comme une journée aujourd'hui où il fait très froid, tapis roulant, puis je me mets... une durée, un kilométrage. 30 minutes, 40 minutes. Des fois, je peux aller jusqu'à... En ce moment, mes sorties de course sont pas vraiment au-dessus d'1 heure. Fait que ça tourne autour de ça, puis j'y vais, je pars ma petite cadence 160, 12, 13, presque automatique. Fait qu'en ce moment, mes sorties, c'est ça. Je considère que c'est un peu plus zone 2. Parfait. Avec un petit intervalle, une petite intensité. Probablement aussi que dans ton évolution, dans ton entraînement cette saison-ci, éventuellement, on va aller chercher de la variabilité dans tes séances. Donc là, on a l'aspect intervalle rapide. Tu as l'aspect, là, tu bâtis ton volume. Souvent, ce que je conseille aux gens qui commencent la course, essayez d'avoir comme 3 grandes catégories. Une, soit un petit peu plus vitesse, tempo, ça peut être fait de plein de façons, intervalle. Une un peu plus longue parce qu'il faut se préparer à la distance qu'on va faire. Si vous faites des 5 km, là, c'est un peu autre chose, mais c'est quand même pertinent de travailler du un peu plus long. Puis là, on adapte selon notre objectif. Dans ton cas, comme ça sera un 21.1, ça sera de tranquillement builder up vers ces distances-là. Puis aussi des easy, se garder des séances plus faciles, plus relaxes, vraiment juste sortir, faire rouler les jambes. Donc, ça peut être les 3 grandes catégories qu'on va aller chercher dans nos entraînements. Puis là, j'ai un petit rajout dans ma préparation pour le demi-Ironman, dans le sens que ça, c'est en septembre. Fait que je vais avoir mon demi-marathon à courir à la fin. Mais là, je me suis inscrite en équipe au marathon en équipe. Donc, je vais courir un demi avec un ami à Mégantic. Parfait. En trail. Ouais. Fait que c'est pas ma première... trail, dénivelé. Exact, dénivelé. C'est pas ma première course en trail. J'en ai fait 2 l'an passé de même distance. Le dénivelé était, si je me trompe pas, juste un petit affaire moins, mais fait que ça aussi, ça va être une préparation qui va être différente. La course en sentier, donc de monter, descendre. C'est pas la même chose que courir sur du plat. Donc, je vais devoir me rajouter une autre catégorie dans ces entraînements-là de, évidemment, la partie muscu, que je vais vouloir aller chercher mes adaptations musculaires, puis d'aller me pratiquer à monter des côtes, donc aller courir sur le Mont-Royal ou des trucs comme ça pour avoir cette adaptation-là plus spécifique à ton épreuve. À mon épreuve qui vient avant le demi-Ironman. Là, c'est pas tout en même temps, mais ça rajoute un petit challenge. Puis je me dis, si je suis prête pour ça, probablement je vais être prête pour le reste. Oui, puis c'est sûr qu'il va falloir refaire la route par la suite, mais on sait que le temps sur tes jambes, il va être acquis. Exactement. Le temps sur tes jambes, les adaptations, c'est beaucoup quadriceps, là, l'amorti dans la trail, c'est ce qui est plus demandant. Comme tu disais, il y a des tactiques pour aller chercher plus la spécificité du terrain, donc les up-down, le dénivelé, le fameux D+, donc il faut essayer de le rentrer un peu à l'avance. Puis après, ça sera de t'assurer de reprendre un peu un rythme course aussi, parce que c'est différent, demande musculaire, mais c'est quand même beaucoup en stabilisation aussi, la course sur route, vu qu'on est un peu plus rapide. Donc, ça sera juste d'être sûr que tu en es aussi, mais ce qui est vraiment positif, c'est que tu vas avoir ton temps sur les jambes vraiment acquis à ce moment-là. Temps sur les jambes, puis quelque chose que je trouve qui est quand même assez différent. Course trail, c'est la trail, c'est rare que, vu que les mouvements sont vraiment pas symétriques, chaque pas est différent à cause roche-racine et tout, mais sur la route, c'est comme... justement, tout le temps la même affaire. C'est là où je me rends compte que après un certain temps, justement, quand je dépasse des distances ou des temps auxquels je suis pas encore habituée, encore adaptée, c'est là où je me dis, je laisse un peu dans les genoux, mais ça finit par passer. Fait que c'est pas
j'ai pas l'impression que c'est une blessure. Je sens plus comme, justement, je stimule mon corps et là, il va s'adapter. Mais j'ai jamais vraiment ça en trail parce que c'est tellement pas la même. La demande est vraiment pas la même. Fait que c'est sûr que, comme tu as dit, je pense qu'il faut que je retienne que je vais avoir le temps sur les jambes, mais la partie mouvement répété, là, va vraiment falloir que je me focus sur ça Puis, par la suite. Un demi-marathon, un marathon, ça peut être pire qu'un 80 kg de trail dans une certaine mesure, là, dans le sens, faut pas sous-estimer la spécificité, mais tu as du temps. Donc, c'est intéressant aussi ce que tu fais, c'est de dire, je me fais des épreuves dans une des 3 disciplines au courant de l'été. Ça te permet de te préparer. Est-ce que tu vas te faire aussi soit un sprint ou quelque chose comme ça? Oui, objectif. Je vais regarder ça prochainement là, pour pratiquer plus les transitions. Fait que oui, j'aimerais ça faire un sprint avant mon événement de septembre. Ça va être intéressant aussi de voir comment tu te sens quand t'enchaînes. Là. Ça te donne des informations après le vélo, comment tu te sens, sur la course, comment tu te sens. Courir après avoir Dieu sait que courir après avoir fait du vélo, c'est bizarre. Ouais. C'est vraiment un autre monde aussi, cette transition-là. Donc, ça va être intéressant à pratiquer. C'est sûr qu'il va falloir que je pratique. Il me reste encore plein de choses. Ça semble si loin, mais si proche en même temps. Mais ce que je retiens par rapport à aujourd'hui, ce qu'on a discuté, plusieurs petits éléments. On parlait de évidemment, notre quantification, pas du stress, mais de la stimulation mécanique, d'y aller graduel, progressif. On a évidemment parlé de chaussures, mais la partie cadence qui diminue le risque de blessure associé aussi, ça, je pense que c'est quelque chose qui est quand même facile à intégrer pour les personnes. S'ils ne savent pas c'est quoi leur cadence, juste prenez le temps d'aller regarder justement montre ou autre outil, juste pour avoir un chiffre, un point de mesure. Est-ce que j'ai besoin de m'en soucier ou non? Parfait, on est correct, on met ça de côté. Fait que d'y aller graduel, d'écouter son corps, puis si jamais ils ont des bobos, d'aller consulter en physio. Tout à fait, de ne pas attendre. Plus on les prend, plus on peut les prévenir. Exact. Super, merci beaucoup Charlotte pour cette belle discussion sur la course à pied. Fait que moi, je continue à m'entraîner. Puis on se revoit dans un autre épisode. Ciao! Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à partager cet épisode et à suivre le podcast Jamais assez. On se retrouve dans un prochain épisode pour la suite de mon aventure vers mon premier demi-Ironman. Ciao!